Bon, Hagen là, t'as fini? On a une vidéo à faire, hein, je te rappelle. Bon, commence par quoi déjà? C'est quoi le sujet là? C'est quoi? C'est la mêlée. La mêlée, la mêlée. Putain, la mêlée. La mêlée quoi. Sans déconner. Bon, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Looking for Rugby, l'émission qui pousse en travers. À un moment de l'histoire de notre sport, on parle essentiellement pourcentage, préparation physique, préparation mentale, la VMA, les skills, les temps de jeu et tout le tintouin, mais où d'un autre côté on nous sert les problèmes avec les commotions cérébrales, salut Florian, le calendrier, salut tous les mecs, le dopage, salut Chili Boy et les droits TV, ça c'est pour vous les mecs de Canal et pour vous les mecs de Beansport. Le passionné lui tout ça il s'en fout, ce qu'il veut c'est du rugby, du vrai, les fondamentaux. Sauf que bien sûr, évidemment, la déception est au bout du chemin. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la mêlée. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, lancé comme des frelons comme dirait Mathieu Lartaud, une petite précision s'impose. Dans cette vidéo, on ne parlera que de la mêlée fermée, à l'exclusion des mêlées spontanées et ouvertes qui feront l'objet de vidéos ultérieures. Véritable emblème du rugby, un totem connu par le monde entier, la mêlée fermée est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers, nous amateurs de rugby. Ne dit-on pas d'ailleurs no scrum no win, pardon l'accent, monsieur Shakespeare, mais pas de mêlée, pas de victoire, à tel point où on estime hyper important cette phase de jeu en particulier. C'est d'ailleurs probablement la phase la plus collective de tous les sports collectifs, et ça, c'est pas rien de le dire. Mais c'est quoi au juste une mêlée? Une mêlée, c'est une remise en jeu du ballon après une infraction mineure au règlement, ou alors une interférence intervenue dans le jeu. C'est également une phase de combat collectif, c'est ce qui fait la spécificité de ce sport et de cette phase en particulier. Et ça fait également partie de ce qu'on appelle la conquête du ballon, avec la touche, le rock et les renvois. Mais quand me direz-vous, quand intervient cette fameuse remise en jeu du ballon? Elle intervient le plus souvent après un en avant involontaire, puisque l'en avant volontaire, lui, c'est carton jaune, donc 10 minutes au frigo, merci messieurs, et pénalité. Elle intervient aussi après un lancer non rectiligne en touche. Pour mémoire, un lancer en touche doit être parfaitement perpendiculaire à la ligne de touche. Cela intervient aussi après un ballon injouable au sol, donc sous un tas de joueurs, après un rock improductif. Le ballon, dans ce cas-là, sera au bénéfice de la dernière équipe qui a avancé, qu'elle soit d'ailleurs l'équipe attaquante ou défenseuse. Je ne sais pas si défenseuse est un mot français, Hagen, on consultera ton Becherel plus tard. La mêlée intervient également après une interférence de l'arbitre, il prend le ballon dans la figure, il se prend un joueur, ce qui arrive, parfois même occasion des blessures assez sérieuses. Dans ce cas-là, il y a une mêlée qui sera au bénéfice de la dernière équipe qui avait le ballon. Et il y a également le cas du ballon aplati dans son propre but. Vous êtes un joueur d'une équipe, évidemment sinon vous ne seriez pas sur le terrain. Vous aplatissez le ballon dans votre propre but, l'adversaire obtient automatiquement une mêlée à 5 mètres de votre embut et vous êtes dans un sacré pétrin. Et il y a également un ballon envoyé en ballon mort. Donc le ballon mort c'est la zone qui est au-delà de la zone d'embut, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres la zone d'embut dans certains terrains, je ne sais pas si tu savais ça again. Le ballon s'échappe complètement, il sort du terrain et le fautif, le malfaisant qui a envoyé le ballon, il offre une mêlée à son adversaire, là d'où le ballon est parti. De la même manière, si vous tapez un coup d'envoi ou de renvoi directement en touche sans qu'il ne touche aucun joueur, ni même le terrain, il me semble, on vérifiera tout ça, on vous mettra une petite vignette qui s'affichera ici. Il y a mêlée, là où le coup de pied est parti, et pour l'adversaire bien sûr. Comment joue-t-on une mêlée? La mêlée fait intervenir une catégorie de joueurs très précise, celle dont le QI est indiqué sur le maillot, c'est-à-dire les avants. Les joueurs numérotés de 1 à 8, salut les mecs. On verra les spécificités des postes de la première, deuxième et troisième ligne dans d'autres vidéos, parce que ça mérite vraiment des vidéos à part, parce que contrairement à ce que je viens de dire, c'est vraiment pas facile d'être là-dedans. Et ceux là-dedans, ils portent un nom aussi, ce qu'on appelle le pack. Les joueurs adoptent la formation dite du diamant, ou 3-4-1, qui nous vient tout droit d'Afrique du Sud par ailleurs. Les joueurs placent leur dos parallèlement au sol en se liant. Ils se lient les uns aux autres, leurs hanches étant à la même hauteur que leurs épaules.
Cela forme ainsi une véritable construction humaine, un édifice de chair et de sang qui pousse, qui sue, qui souffre tous ensemble. Et ouais, c'est ça le rugby aussi. C'est pas que les calendriers pour les filles, hein. Bien sûr, tout ce petit monde doit respecter les commandements de l'arbitre. On y reviendra plus tard. C'est un petit peu compliqué parce que ça change à peu près tous les 6 mois. Survient alors le moment magique où le demi de mêlée, le numéro 9, le nain, le nabo ou le chien de berger comme on l'appelle dans certains endroits de France et de Navarre, va introduire le ballon. Lequel des deux demi de mêlée, puisqu'évidemment chaque équipe en comporte au moins un, il peut y en avoir aussi sur le banc des remplaçants. Lequel des deux va donc introduire le ballon? C'est celui de l'équipe qui n'est pas coupable de la faute. Ne vous en faites pas, c'est pas difficile, vous pourrez essayer chez vous, ça marche à tous les coups. Faites-moi confiance. L'introduction, et j'insiste, doit être rectiligne. On voit trop souvent des mêlées qui introduisent comme ça, en deuxième ligne, ni vu ni connu, je t'embrouille, ça c'est pénalité. L'introduction doit être rectiligne pour une bonne raison, c'est que la mêlée est un combat égal, est un combat à la régulière, où les deux équipes doivent avoir autant de chances de récupérer la balle. Cela nous vient des origines de la mêlée telle qu'elle existe aujourd'hui dans les années 1860. Auparavant, le rugby n'était qu'une immense mêlée en fait qui opposait jusqu'à 40 ou 80 joueurs. Imaginez un peu le bazar, il n'y avait même pas d'arbitre, le terrain n'était même pas délimité, il n'y avait pas trop de maillots non plus d'ailleurs, c'était pas vraiment du rugby du coup. Vous l'avez sans doute déjà compris, on peut faire un sacré paquet de fautes en mêlée. On a essayé d'être exhaustif de toutes les rassemblées pour vous les montrer. Peine perdue, il y en a de partout, il y en a une infinité possible. Il faut savoir tout de même que le règlement de rugby qui est détenu actuellement par l'IRB dont le siège est à... Oh, Dax ou en Arbonne. Ouais, d'accord, super. C'est à Dublin en Irlande. On reparlera de l'IRB dans une autre vidéo rien que pour ça. IRB, pour ceux qui ne savent pas, International Rugby Board, c'est la Fédération Internationale de Rugby. C'est l'équivalent de la FIFA grosso modo pour le rugby. Le règlement donc de l'IRB, le règlement de rugby, la règle de rugby, le saint des saints de la règle du rugby, comporte 120 pages au total, dont 33, rien que ça, sont consacrées à la mêlée fermée. C'est sûrement une bande de maniaco-dépressifs en fin de vie qui ont écrit cette chose. Les fautes les plus courantes, on va quand même vous les dire, histoire que vous ne soyez pas totalement ignorant de la chose. Donc nous avons la mêlée qui s'écroule, la mêlée qui va au sol, c'est quasiment la même chose, la poussée en travers, la mêlée qui tourne, la mêlée qui se relève. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les fautes les plus courantes. Cela est quand même bien dommage qu'une phase de jeu si intéressante, à notre point de vue, soit devenue un véritable réservoir de fautes. On se retrouve privé de lancement de jeu, alors que c'est quand même le but principal de la mêlée. Songez donc qu'il y a quand même 16 joueurs groupés au même endroit, libérant d'énormes espaces sur le terrain. Et non, on va plutôt chercher les 3 points, n'est-ce pas Guy? C'est quand même bien dommage. Cela est amplifié par le fait que c'est très difficile à arbitrer. L'arbitre est au-dessus de la mêlée, il ne voit pas ce qui se passe en dessous. Les joueurs cachent les joueurs et cachent le ballon. C'est donc très difficile. À cela crée donc une situation dans laquelle on s'ennuie beaucoup, puisque les mêlées sont refaites et refaites et refaites. Je sais pas si vous savez, Again, en fait, à la BBC, il y a quelques années, dans le tournoi des 6 nations, ils avaient mis un chronomètre en marche pour mesurer le temps qu'on perdait sur une mêlée. Je crois qu'une fois, c'est monté à 10 minutes quasiment. Imagine? Ça fait long. Ça fait long, ouais, ça fait long, juste pour remettre en jeu le ballon quand même. Hein. Alors l'IRB tente de résoudre ce problème en changeant les commandements de temps en temps, mais ça a peu d'effet, notamment en championnat de France où on aime bien quand même la gruge. Mais cela nous amène à un autre sujet, la culture de la mêlée. Par exemple, l'Argentine. L'Argentine, on a la bajadita, la petite trapue en espagnol pour ceux qui connaissent la langue de Cervantes. Qu'est-ce que c'est que la bajadita? C'est une technique de mêlée un peu spéciale, très en vogue des années 70-80, qui a fait la célébrité de la mêlée des Pumas, même contre les All Blacks, contre lesquels ils gagnaient une fois sur deux, quand même, c'était pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette bajadita? En fait, c'est une différence d'appui au niveau des pieds du pilier gauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, disons que ça séparait le pilier gauche adverse de son talonneur. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu technique, mais disons que le combat collectif était remporté quasi systématiquement par les Argentins. Et le grand sélectionneur de l'équipe de France, Jacques Fourou, était un grand admirateur de cette mêlée. Alors ça, c'était plutôt les 70-80. Maintenant, c'est plus vraiment d'actualité. Le jeu de Jacques Fourou aussi d'ailleurs. Pour ce qui est de nos amis anglais, des Sud-Africains et des nations celtes, les nations celtes, petit rappel, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Le combat est plutôt physique que tactique dans ces mêlées-là.
même si ça commence à changer sous l'influence des nations latines, que sont l'Italie, la France et l'Argentine. Mais là-bas, on préfère quand même les piliers forts aux piliers vicieux, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Chacun ses goûts, moi j'aime pas. Pour ce qui est de l'Australie et de son équipe nationale des Wallabies, la mêlée est souvent apparue comme une faiblesse. À tort ou à raison? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que la mêlée fermée n'est pas particulièrement mise en avant dans le jeu australien. Un jeu fait de lancement, de rapidité et de prise d'intervalle. Un jeu attrayant. N'oublions pas que le rugby à 15 est un sport très peu populaire par rapport à ce qui se passe chez nous. Le rugby à 13 et le football australien, qui est le sport préféré de Hagen d'ailleurs, sont beaucoup plus populaires. Ouais, voilà. Ouais, c'est rigolo, ouais, c'est rigolo, ouais. Enfin, faut être un peu bourré pour aimer ça. Toujours est-il que ils vont utiliser leur mêlée de façon pertinente. Ils vont choisir les mêlées qu'ils vont pousser et ils vont s'en servir comme du rampe de lancement. Ne pas chercher à provoquer de faute, parfois du coup se faire punir, mais surtout ils vont disposer d'avants, ces fameux joueurs qui sont dans la mêlée, qui peuvent se proposer dans le jeu courant, des avants rapides, dynamiques, capables de tout faire, ce qui fait que leur équipe finalement est très complète et que cette faiblesse n'en est pas vraiment une. Pour ce qui est du pays du long nuage blanc, la Nouvelle-Zélande, la mêlée a été longtemps un secteur relativement délaissé par rapport au reste du jeu, notamment le jeu courant, le jeu de passe, ce jeu qui nous séduit tant chez les légendaires All Blacks. Mais quelques mésaventures, notamment lors des Coupes du Monde, contre des équipes européennes à la mêlée bien trempée, leur ont fait revoir leur copie. Des ingénieurs en biomécanique sont penchés sur la question, ils ont créé une mêlée complètement différente qui rentre à l'envers. À l'époque, la rentrée en mêlée était décidée par le talonneur, le numéro 2, qui est tout à l'avant de la mêlée. Eux, ils ont créé une mêlée qui rentre à l'envers. C'est le numéro 8, le joueur le plus à l'extérieur de la mêlée, qui décidait de l'impact. Sauf que maintenant, avec les nouveaux règlements, il n'y a plus d'impact. Les commandements ont été changés. La mêlée néo-zélandaise est donc une mêlée relativement normale, mais bien sûr très forte, comme dans tous les secteurs du jeu néo-zélandais. On s'aperçoit donc que c'est de la vision de la mêlée des deux côtés de la mer de Tasmanie, l'Australie d'un côté et la Nouvelle-Zélande de l'autre, qui est en train de triompher. Et ces derniers ne manquent pas d'arguments. Trop de fautes, pas assez de jeux, pas assez d'essais. Du temps perdu à rallonge, confère notre remarque sur la BBC tout à l'heure. Et il milite pour que la mêlée redevienne une vraie lampe de lancement. Et pour cela, il préconise la fin totale de la poussée. Et voilà ce que veulent faire le projet fou de ces alcooliques d'Australiens, détruire la mêlée. Et en plus, le top 14, notre championnat national, ne fait rien pour empêcher ça, confère la finale de 2012 remportée par Toulouse contre Toulon, dans laquelle il n'y a eu aucun essai. Et on pourrait aussi évoquer certains derbys basques terminés piteusement sous la pluie par un 6-6. Au secours. C'est bien dommage quand même. Cette phase de combat collectif est unique dans le sport mondial et ce serait quand même dommage de la perdre. C'est vraiment l'âme de notre sport. Elle permet à des personnes au physique ingrat de jouer en plus. Et du coup, si les mêlées finissent par être poussées autant qu'elles le sont dans le rugby à 13, ils ne pourront plus faire que du sumotori. Et voilà, c'était la première vidéo véritablement rugby de Looking for Rugby. On espère que ça vous a plu, que vous en savez un peu plus. N'hésitez pas à lâcher des remarques, ça se trouve on monte n'importe comment. Peut-être qu'on va mettre le début à la fin comme Tarantino, mais ça c'est un autre problème. On s'appliquera à résoudre, peut-être qu'on n'est pas assez clair aussi, peut-être qu'il faudra qu'on refasse toute une vidéo sur la mêlée, peut-être même que le sujet en mérite vraiment plusieurs. Donc n'hésitez pas, lâchez les coms, allez-y, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à communiquer, nous on communiquera aussi, il n'y a pas de souci. Un petit mot Hagen ? Venez nous voir, on est gentils. Ouais, on essaye, voilà. Merci beaucoup Hagen pour ta participation. Voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir.